Ohé les boucliers de viande! J'espère que vous êtes prêts à vous battre, parce qu'aujourd'hui, Popeye est sur le point de choper Winnie l'ourson et de lui faire bouffer ses épinards. Ce marin d'1,80 m avec des bras de la taille de tronc d'arbre a officiellement pété les plombs. Et il met des pains à tout le monde comme s'il s'agissait d'une sorte de boulangerie version grande distribution. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le marin maléfique dans Popeye's Revenge. Ces gens sont sur le point de naviguer vers un océan de douleur. L'histoire commence il y a de nombreuses années, quand une mère a donné naissance à un petit garçon aux bras anormalement énormes, ce qui le rendait monstrueusement fort. Surnommé Popeye, l'enfant avait du mal à s'intégrer en raison de son apparence, et il était constamment victime d'intimidation jusqu'à ce qu'il finisse par perdre son sang-froid. Mais il a poussé sa vengeance un peu trop loin. Pour le punir, ses parents l'enfermèrent dans la cave où un mystérieux visiteur lui glissait des messages sous une porte verrouillée. Puis, une nuit, une foule vengeresse mit le feu à la maison. Alors il s'enfuit en plongeant dans le lac. Et on ne le revit jamais. 15 ans plus tard, ce trio de youtubeurs retourne dans la fameuse maison, espérant pouvoir filmer le fantôme de Popeye. Mais comme vous vous en doutez, ce sera leur plus grosse erreur. Alors qu'ils filment l'intro, la fille qui tient la caméra, Mia, dit qu'elle vient de voir quelqu'un en arrière-plan. Mais les autres refusent de la prendre au sérieux. Effrayée, elle décide de rester en haut pendant que ses deux amis descendent dans le sous-sol. Mais c'est la dernière fois que ces trois-là se verront vivants. Mia retourne vers le lac, et elle remarque qu'il est envahi par le brouillard, quand tout à coup, Popeye se faufile juste derrière elle et lui assène un coup d'encre dans le dos, avant de s'approcher lentement et de lui écraser la tête. Pendant ce temps, les autres sont occupés à s'envoyer en l'air quand Monsieur Gros-Bras traverse la poitrine de la jeune fille de son bras entier. Terrifié, Alan se met à courir jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une sorte de débarras. Mais dès qu'il se dirige vers la sortie, Popeye lui donne un coup de marteau dans la jambe et commence à l'étrangler au sol. Le mec réussit on ne sait trop comment à le repousser et à s'enfuir. Mais la seule issue est de monter à l'échelle. Il est bien trop lent pour y parvenir avant que le gros costaud ne le ramène en bas. Et il lui enfonce les pouces dans les orbites jusqu'à ce qu'ils explosent. Ça en fait déjà 3 de moins et il en reste 13. Ok. Bon, j'imagine que ça prouve que Popeye n'est pas seulement son surnom, mais aussi sa méthode d'exécution préférée. Je vous laisse chercher le jeu de mots. Ils sont venus dans le but de filmer une maison hantée, mais ils ont complètement ignoré le fait que plusieurs personnes y avaient déjà disparu. Vous savez, le pire c'est que ça aurait pu être évité s'ils avaient simplement visionné leur vidéo. Parce qu'en arrière-plan de la vidéo, on pouvait clairement voir un homme avec des bras monstrueusement gros qui passait en courant. Mais au lieu de ça, Mia a décidé de se séparer et de retourner à l'endroit exact où Popeye se trouvait. Mais même après avoir été frappée par une ancre, il y avait encore une petite chance qu'elle réussisse à survivre. Alors, tout d'abord, Mia aurait dû lui jeter de la terre dans les yeux pour l'aveugler, puis elle aurait pu utiliser sa perche comme une lance pour le tenir à distance. Maintenant, en ce qui concerne les deux autres, ils étaient condamnés dès qu'ils ont décidé de se mettre à faire les malins dans la tanière de Popeye. Mais Alan, lui, aurait peut-être pu survivre s'il avait fait de meilleurs choix. La première chose qu'il aurait dû faire quand Popeye l'a attaqué, c'est utiliser la lumière très vive de la caméra et la braquer directement dans ses yeux, ce qui lui aurait donné plus de temps pour s'échapper. Il aurait pu chercher un outil comme un marteau, un pied de biche ou une hache, non seulement pour se défendre contre Popeye, mais aussi pour créer sa propre sortie en défonçant un des murs ou des fenêtres fragiles. Vous serez pratiquement foutu s'il parvient à vous attraper. Toutefois, en dernier recours, Alan aurait pu essayer de lui donner un coup de genou dans les coudes, ou de le prendre à revers en visant ses yeux à la place. Il est évidemment beaucoup plus fort, mais il semble qu'il ait encore un esprit d'enfant. Vous pourriez donc peut-être lui faire suffisamment peur pour qu'il s'enfuit avant qu'il ne vous fasse sauter la tête comme une piñata d'anniversaire. Quelques jours plus tard, Tara, notre héroïne du jour, se réveille tôt le matin et prend discrètement la clé de la maison de Popeye. Sa mère, Laura, a hérité de la maison après le décès du dernier propriétaire. Et même si leur famille connaît des temps difficiles, la femme refuse curieusement de la vendre. Tara, qui veut faire quelque chose de bien pour ses parents, décide de rénover la maison pour en faire une attraction de maison hantée afin qu'ils puissent gagner de l'argent avec la vente des billets. Elle rassemble un groupe de ses amis rebelles pour l'aider, et leur ment en leur disant qu'ils vont faire une virée pour aller nager. Mais ils ne se doutent pas qu'elle les mène tout droit vers un piège mortel. Après un court trajet de 12 heures en voiture au milieu de nulle part, ils approchent enfin de la propriété, quand son ami Sky percute accidentellement un pêcheur isolé qui n'a pas regardé des deux côtés avant de traverser la route. L'homme se précipite pour l'aider, et le pêcheur lui demande ce qu'ils viennent faire si profondément dans les bois.
Mais quand il lui explique qu'ils se rendent chez Popeye, l'homme devient tout à coup incroyablement sérieux et il les met en garde pour qu'ils restent loin de cet endroit. Persuadés qu'il est fou, ils arrivent un peu plus tard à la propriété. Et bien que la maison soit en assez mauvais état, Tara dit que son père et elle ont consacré ces derniers mois à la remettre en état. Son amie Cathy, qui est frustrée de ne pas avoir de réseau, s'éloigne pour essayer de capter un signal plus loin pendant que ses amis visitent la maison. Une minute plus tard, ils entendent crier de l'autre côté de la maison, mais elle est juste excitée par la présence d'un jacuzzi. Pendant qu'ils déchargent les voitures, Tara ne peut s'empêcher de remarquer que quelque chose ne va pas dans cet endroit. Mais son petit ami Dylan la rassure en lui disant que tout va bien se passer. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Popeye vient tout juste de dénicher un nouveau bateau sur les quais. Et maintenant que le brouillard s'installe, il est prêt à revenir pour une nouvelle mise à mort. Plus tard dans la nuit, ils se séparent tous pour regagner leur chambrée. Et le petit ami de Tara remarque qu'elle a en fait du réseau. Elle explique qu'ils ne captent que par endroits sur la propriété, mais qu'elle a menti aux autres pour qu'ils ne passent pas tout leur temps sur leur téléphone. Alors qu'elle vérifie la météo, elle est frustrée de voir qu'un épais brouillard va recouvrir la région tout le week-end. Elle s'inquiète de l'impact que ça pourrait avoir sur leur productivité, et elle commence à paniquer, craignant qu'ils ne finissent pas ce qu'ils ont à faire. Mais Dylan la calme, et il lui promet de rester là pour l'aider. Pendant ce temps, au bord de l'étang, le pêcheur attend toujours qu'une prise morde à l'hameçon, quand il commence à entendre d'étranges bruits provenant de quelque part dans la forêt. C'est alors qu'il remarque une silhouette suspecte qui l'observe derrière les arbres. Et il se dit qu'il est probablement temps de rentrer chez lui. Mais au moment où il commence vraiment à s'inquiéter, Popeye surgit tout à coup derrière lui et l'étrangle brutalement avec une chaîne. Ça en fait 4 de moins, et il en reste 12. Ok, ce type pensait qu'il était là pour attraper du poisson, mais tout ce qu'il a fini par choper, ce sont les mains de Popeye. Maintenant, ils vont devoir changer le panneau sur sa porte pour passer de partie pêchée à partie sans laisser de traces. Et c'est pour ça qu'il a merdé. Tu sais que les temps sont durs quand tu passes une journée paisible au bord d'un lac hanté et que tu te fais presque renverser par la seule bagnole à 160 km à la ronde. Tu vois, je trouvais que Mia était mauvaise pour ne pas avoir entendu Popeye arriver. Mais comment as-tu pu ne pas entendre un véhicule de plus d'1,5 tonne foncer vers toi au milieu des bois silencieux ? À ce moment-là, tu aurais dû te considérer comme un petit vénard. Tu aurais dû tout remballer et rentrer chez toi. Mais au lieu de ça, tu n'as même pas demandé leur papier d'assurance. Et tu t'es mis à déblatérer des conneries sans queue ni tête sur le fantôme de Popeye qui entrait ce brouillard. Alors dis-moi, mon petit poisson-chat, si le lac est si dangereux, qu'est-ce que tu fous ici d'abord ? Remercie plutôt le ciel que 2 voitures remplies de boucliers de viande soient apparues. Et fous le camp d'ici avant que l'inévitable bain de sang ne commence. Tes propres mots étaient arrêtés, les gars. Mais 1 heure plus tard, te voilà assis en plein milieu de la zone de danger, comme si de rien n'était. Ou peut-être qu'en réalité, tu es juste aussi stupide que je le pensais. Parce que dès que tu as aperçu Popeye qui te regardait derrière un arbre, n'importe quel organisme unicellulaire aurait été assez intelligent pour se tirer d'ici illico. Mais tu es resté là à regarder devant toi, pendant que le monstre au biceps se faufilait lentement derrière toi. Quand tu étais occupé à essayer d'effrayer Tara et ses potes, je parie que tu ne t'es jamais dit que ce serait eux qui te survivraient, hein ? Mais quand tu prends autant de décisions stupides au point de faire passer ces idiots pour des génies, c'est là que tu devrais comprendre que t'as grave merde. Dans la maison, les amis se détendent et profitent de la nuit. Mais il semble que la seule à ne pas pouvoir se détendre soit Tara, qui s'inquiète du fait qu'ils perdent un temps précieux. Elle va voir les autres et interrompt la fête en disant qu'ils doivent commencer à travailler un soir plus tôt. Et étonnamment, son copain Nick la soutient. Mais les autres filles ne sont pas ravies de voir leur temps dans le jacuzzi écourté. Chez elle, les parents de la jeune fille sont encore en train de se disputer au sujet de la cabane, quand Jen, la mère de Dylan, frappe à la porte. Elle semble nerveuse et montre à Laura un article sur les récents décès survenus à la cabane, car elle craint que leurs enfants n'y soient allés. Ne voulant pas contrarier son mari, elle dit à son amie qu'elles en parleront le lendemain matin. Tara a du mal à garder ses amis au travail, mais alors qu'ils sont tous dans la cabane en train de travailler, une femme à l'air déjantée se présente inopinément à la porte et elle commence à exiger qu'on la laisse entrer. Déconcertée, Tara ouvre la porte pour savoir ce qu'elle veut. Mais la femme les dépasse immédiatement en disant qu'ils ne sont pas censés être ici. Elle continue de parler d'un mystérieux personnage qui ne va pas être content de ce qu'ils ont fait. Et elle leur offre à tous une dernière chance de partir avant qu'ils ne soient blessés. Agacée, son amie Donna intervient enfin et dit à cette folle de se tirer. Et elle la chasse de la maison en lui claquant la porte au nez. Mais Tara n'est pas d'accord avec la façon dont elle a géré la situation. Alors elle va voir si la femme a besoin d'aide. Mais elle ne se doute pas que cette folle dingue est sur le point de faire de leur vie un véritable enfer.
Tara se précipite à l'extérieur et trouve la femme debout à la limite de la propriété, fixant la cabane d'un œil menaçant. Mais quand la jeune fille essaie de lui demander ce qui ne va pas, la visiteuse lui répond qu'elle veut seulement qu'ils souffrent tous, et elle l'avertit qu'il va venir la chercher. Mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, la femme lui dit de courir et disparaît brusquement dans les bois. Se sentant excité par l'assurance de sa petite amie, Nick dit à Donna qu'il a aimé la façon dont elle a fait déguerpir la folle. Mais ils sont interrompus quand Tara revient et attire l'attention de tout le monde. Ses amis lui demandent s'ils doivent appeler la police. Mais Tara insiste sur le fait que la femme ne leur causera plus d'ennui. Et comme le brouillard s'épaissit, elle décide qu'ils peuvent tous profiter du reste de la nuit. Nick, lui, est toujours à la recherche de sensations fortes. Mais Donna lui dit que maintenant, elle n'en a plus envie. Il décide alors de trouver quelqu'un d'autre pour lui tenir compagnie. Parallèlement à la maison, Laura commence à s'inquiéter et tente d'appeler sa fille pour s'assurer que tout va bien. Et bien sûr, à ce moment-là, la jeune fille ne répond pas au téléphone. Ok, cette fille doit avoir les pires parents qui soient. Sa mère préfère conserver ce piège mortel au lieu de le vendre, malgré le fait que des gens y aient régulièrement disparu. Et maintenant que sa fille a manifestement des ennuis, elle préfère vivre dans le déni plutôt que d'admettre qu'elle pourrait être en danger. Il lui suffirait pourtant de jeter un coup d'œil dans la boîte où elle garde les clés. Et dès qu'elle s'apercevrait de leur disparition, elle saurait exactement où ils sont allés. Elle aurait alors une chance de les sauver, ou au moins de les prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Après avoir réalisé ce qui s'est passé, la première chose que sa mère devrait faire, c'est contacter tous les parents de ses amis et leur dire d'envoyer un SMS à leurs enfants pour leur dire qu'ils doivent s'éloigner de la cabane. Le réseau téléphonique est peut-être limité, mais ça augmentera considérablement les chances si au moins un de leurs messages arrivait à destination, et ils pourraient avertir les jeunes avant que les vrais problèmes ne commencent. Ensuite, il sera temps de monter dans la voiture et de prendre la route pour les sortir de là. Mais elle devrait emmener des renforts, comme son mari ou d'autres parents, parce que c'est jamais une mauvaise idée d'emmener autant de boucliers de viande que possible. Ils devront être prêts à se battre, donc je m'assurerai que tout le monde ait une lampe de poche, une arme et du matériel de premier soin, juste au cas où quelqu'un serait blessé. Comme il lui faudra un certain temps pour arriver, Laura devrait également appeler la police locale pour lui dire qu'un groupe d'adolescents se trouve dans une propriété liée au décès survenu récemment et que pour le moment, ils ne répondent plus au téléphone. Ça devrait suffire pour qu'ils envoient une équipe sur place, même s'ils ne considèrent pas qu'il s'agit d'une véritable urgence. Maintenant, pour ce qui est de Tara et de ses amis, il est évident qu'ils devraient prendre cette folle beaucoup plus au sérieux. Après tout, ils sont à des kilomètres de la forme de civilisation la plus proche. Alors qu'est-ce qu'elle foutait là, toute seule dans le noir? Et le problème, c'est qu'elle n'est apparemment pas toute seule, puisqu'elle n'arrête pas de faire référence à un mystérieux personnage qui va sans doute se montrer bientôt. Être effrayante, c'est une chose, mais dire que je veux que vous souffriez tous, ça me semble être une menace plutôt directe. Il est donc temps pour Tara d'arrêter de la traiter comme un chiot perdu et de se préparer à se battre. Si c'était moi, j'appellerais immédiatement la police et je leur dirais qu'une femme flippante s'est présentée à la cabane en proférant des menaces très violentes au milieu de la nuit. Peut-être qu'ils enverront quelqu'un, ou au moins il y aura un rapport dans le dossier pour la prochaine fois qu'ils appelleront à l'aide. Maintenant, Donna a mentionné quelque chose de tout à fait pertinent. Ils sont 7 fois plus nombreux que l'autre. Alors, ils devraient rester ensemble et rester à l'intérieur de la cabane avec les portes et les fenêtres fermées à clé jusqu'à la fin de la nuit. Il serait bon de préparer quelques armes en utilisant leurs outils de travail et d'avoir un plan pour se défendre en cas d'incident. Je rapprocherai également les voitures le plus près possible de la cabane, parce que ce genre de taré commence toujours par les saboter. De cette façon, ils pourront garder un œil sur leur véhicule et disposeront d'un moyen rapide de se tirer d'ici s'ils ont besoin de fuir le danger. Dans leur cabanon, Tara remarque que son petit ami semble contrarié par quelque chose, et elle lui demande de lui confier ce qui le préoccupe. Il lui révèle qu'il a reçu une excellente offre d'une université située à l'autre bout du pays. Il souhaite qu'elle l'accompagne, mais le cœur brisé, la jeune fille insiste sur le fait qu'elle ne pourra pas, refusant de laisser ses parents derrière elle. Il la pousse à bout en lui disant qu'un jour, elle devra bien aller de l'avant. Mais ça ne fait que la blesser davantage, et elle finit par quitter la pièce en claquant la porte. Pendant que tout le monde est distrait, Nick et Sky décident de s'embrasser dans le jacuzzi. Mais juste au moment où les choses commencent à devenir torrides, elle dit qu'elle en a assez de se cacher sous le nez de sa petite amie, et qu'elle veut qu'il rompe avec Donna et qu'il soit uniquement avec elle à la place. Nick lui dit de se calmer, sinon ils vont se faire prendre, et la fille répond qu'elle le dira à tout le monde s'ils n'officialisent pas leur relation. Mais Nick n'en a absolument rien à faire. Frustré, il la repousse et retourne vers la maison en disant que leur liaison est terminée. Mais Sky n'accepte pas cette insulte sans riposter, et elle envoie rapidement un message à Donna, lui révélant ce que son petit ami est en train de faire. Dès qu'il est parti,
Elle remarque qu'un brouillard étrangement épais commence à s'installer. Mais elle se dit aussitôt que ce n'est rien, et elle baisse à nouveau sa garde. Pour se détendre, elle ferme les yeux et s'appuie sur le bord du jacuzzi. Quand tout à coup, Popeye surgit de l'obscurité et commence à l'étrangler avec son ancre. Et il se sert du bord tranchant de cette dernière pour lui entailler la gorge. La jeune fille fait de son mieux pour se débattre, mais Popeye lui entaille encore plus profondément le cou avant de lui enfoncer la tête sous l'eau et de la maintenir ainsi jusqu'à ce qu'elle finisse par se noyer dans le jacuzzi rempli de son propre sang. Ça fait 5 morts et il en reste 11. Satisfait, Popeye se contente de faire un grand sourire alors que le sang de la jeune fille recouvre encore son visage. Un instant plus tard, la cinglée de tout à l'heure apparaît derrière lui en disant qu'ils ont trouvé de bonnes cibles. Et elle révèle qu'elle travaille avec lui depuis le début. Et alors qu'il quitte les lieux, le message de la jeune fille lui revient avec la mention qu'il n'a pas pu être envoyé. Au matin, tout le monde dit avoir dormi toute la nuit et semble n'avoir aucune idée de ce qui s'est passé. Il remarque rapidement que Sky a disparu, mais Nick est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Pour ne pas se faire prendre, il invente une histoire selon laquelle elle serait rentrée chez elle avant que les autres ne se réveillent. Cette histoire est surprenante, mais ils n'ont aucune raison de ne pas le croire. Tout le monde se remet donc rapidement au travail, sans se douter que leur vie est en danger. Ok, ces idiots pourraient bien être parmi les plus grands experts de l'histoire de l'humanité dans leur catégorie. Seulement une nuit après qu'une folle ne se soit présentée à leur porte, proférant des menaces à tout va, leur ami disparaît sans explication, et eux, ça ne leur paraît pas bizarre du tout. C'est pas comme s'il fallait Batman pour résoudre l'affaire non plus, puisqu'actuellement, son cadavre devrait toujours flotter dans le jacuzzi rempli de sang, juste là, à l'extérieur, derrière la maison. Et même si les 2 autres ont nettoyé la scène de crime, c'est quand même elle qui les a emmenés ici. Alors pourquoi diable aurait-elle voulu se faire raccompagner et laisser sa propre voiture derrière elle ? En plus, l'histoire de Nick n'a aucun sens, et ça devrait être leur premier signe d'alerte que quelque chose de dangereux se trame en réalité. Vous voyez, si c'était moi, j'essaierais d'abord d'appeler Sky, parce que si elle est vraiment partie, elle doit avoir du réseau maintenant, et pourra facilement expliquer tout ce qui s'est passé. Sinon, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller dans son propre cabanon. Et ils constateront que toutes ses affaires y sont encore, ce qui prouvera qu'elle n'est jamais partie. Maintenant, quand on fait le rapprochement entre sa disparition soudaine et la visite de la folle d'hier soir, il est tout à fait évident qu'elle a dû être attaquée. Mais il leur reste à décider s'ils veulent partir à la recherche de Sky ou simplement se tirer maintenant pour sauver leur peau. S'ils décident de la chercher, ils doivent se regrouper, se munir d'armes solides et fouiller la propriété par groupe d'au moins 2 personnes. Le meilleur endroit à fouiller serait la zone proche du lac, puisque c'est de là que semblent provenir toutes les rumeurs et toutes les disparitions. Bien sûr, nous savons déjà que sa recherche est une cause perdue. Alors, s'ils ne l'ont toujours pas retrouvée d'ici cet après-midi, ils devront quitter les lieux et laisser la police s'en charger à leur place. Cela dit, si Sky avait réussi à gagner son combat, il n'en serait pas là. Maintenant, pour être honnête, elle a commencé avec un énorme désavantage, puisque Popeye l'a attaquée par derrière, alors qu'elle était coincée dans le jacuzzi. Toutefois, au lieu de le frapper inutilement dans les bras, elle aurait dû s'attaquer à la seule et unique cible disponible et tendre le bras vers l'arrière pour essayer de le taper directement dans les couilles, aussi fort que possible. Bon, je sais, c'est un peu risqué, mais un coup critique dans les bijoux de famille aurait pu le sonner, et ça lui aurait donné une chance de pouvoir courir vers les autres pendant qu'il se remettait de ses émotions, et d'utiliser les voitures pour se sauver. Au bout d'un moment, Binny, leur ami défoncé, décide qu'il va enfin tirer son coup avec Cathy. Il essaie d'obtenir des conseils de Dylan, mais il est trop préoccupé par sa propre relation qui est en train de tomber à l'eau pour s'en soucier. Nerveux, il s'approche et demande à la fille si elle voudrait sortir avec lui un jour, mais elle n'est manifestement pas intéressée et prend rapidement un piège à soif d'elle-même, lui disant de plutôt se contenter de ça. Blessé, Binny quitte la cabane sans dire à personne où il va, décidant qu'une promenade dans la forêt pourrait lui éclaircir les idées. Il essaie de digérer le fait d'avoir été repoussé, quand il a l'impression qu'il n'est pas seul. Mais quand il regarde autour de lui, il n'y a rien d'inhabituel à voir, à part une épaisse couche de brouillard. Il continue d'avancer sur le sentier jusqu'à ce qu'il arrive au quai et il voit le vieux bateau de Popeye amarré dans l'eau. Alors il décide d'aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il est étonnamment en bon état pour avoir appartenu à un zombie. Et on dirait un bateau normal, à l'exception de l'inexplicable odeur de mort qui s'en dégage. Et il repart, sans remarquer que cette odeur provient d'un cadavre avec une encre enroulée autour de son cou. Ça fait 6 morts, et il en reste 10. Il ne tarde pas à trouver un autre quai sans aucun bateau stationné à proximité. Constatant qu'il a enfin un peu d'intimité, il décide de regarder la photo de Cathy d'un peu plus près.
Mais au moment où il commence vraiment à y prendre goût, une encre surgit tout à coup de sous la surface et le transperce en plein dans l'entrejambe. Horrifié, il hurle de douleur alors que Popeye se lève lentement derrière lui, plonge la main dans son dos et lui arrache toute la colonne vertébrale. Mais Popeye n'en a pas fini. Il le jette au sol, saisit sa tête et commence à tirer dessus jusqu'à ce qu'il l'arrache à main nue. Après quoi, il lui envoie un gros molar en guise d'ultime signe de mépris. Ça fait 7 morts et il en reste 9. Il se fait tard et les autres sont en train de se détendre dans le jacuzzi quand Donna dit qu'elle veut prendre une photo. Mais c'est à ce moment-là qu'elle capte un peu de réseau pour la première fois. C'est alors que le message de Sky arrive enfin. La jeune fille devient immédiatement silencieuse, mais elle le garde pour elle quand ses amis lui demandent ce qui ne va pas. Et elle part en trombe alors que Nick sort rapidement du bain pour lui courir après. Quant à Tara, elle a suffisamment bu pour ne plus se soucier du malheur de son amie. Mais l'autre fille lui dit d'arrêter quand elle veut se resservir un verre, lui disant qu'elle doit ralentir. À présent, la mère de Tara commence à s'inquiéter. Mais la police n'interviendra pas tant que les jeunes n'auront pas disparu depuis plus de 3 jours. Son amie Jen arrive un peu plus tard et elle dit qu'elle a trouvé le journal intime de son fils et qu'il a écrit chaque détail du projet de rénovation de leur cabane sur un morceau de papier. La mère se précipite dans sa chambre et elle revient aussitôt annoncer que quelqu'un a pris les clés de la maison de Popeye. C'est alors qu'il réalise enfin ce que la jeune fille et ses amis sont allés faire. Ok, au moins maintenant, quelqu'un prend la chose au sérieux. Mais ils n'auront pas beaucoup de temps avant que Popeye ne frappe à nouveau, ce qui veut dire qu'ils vont devoir agir vite. La bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà expliqué exactement ce que les parents doivent faire en premier. Ils doivent rapidement envoyer un message à Tara et à tous ses amis pour les avertir, puis rassembler le plus grand nombre possible d'autres parents. À raison d'1 ou 2 parents par enfant, ça devrait faire entre 7 et 14 boucliers supplémentaires qu'ils pourraient amener avec eux. Ils devront prendre des lampes de poche, des armes et du matériel de premier secours afin d'être prêts à faire face à toute éventualité. Mais comme il leur faudra du temps pour arriver, j'essaierai d'appeler la police une fois de plus et d'insister sur le fait que les enfants sont en danger, dans l'espoir qu'ils envoient enfin un agent de police. Maintenant, en ce qui concerne Beanie, il n'aurait jamais dû s'éloigner seul. Et dès qu'il a eu l'impression que quelqu'un l'observait, c'était le signe évident qu'il devait faire demi-tour. En fait, il aurait eu le temps de faire des recherches sur cet endroit pendant le trajet. Et après qu'une de ses amies ait disparu sans raison, il aurait dû se fier à son instinct et retourner à la cabane où il était en sécurité, au lieu de se transformer en cible facile. Je dis ça comme ça. Je dis juste qu'une fois que Popeye a attaqué, il n'y avait honnêtement plus aucune chance qu'il s'en sorte vivant. Sa seule chance aurait été de prendre de meilleures décisions pour ne jamais se retrouver dans cette situation. Mais sa mort ne sera pas forcément vaine si ses potes parviennent à se ressaisir avant le retour de l'assassin porteur d'encre. C'est dingue qu'il n'ait pas encore remarqué qu'il est parti, mais l'un d'entre eux finira bien par se rendre compte que Beanie n'est jamais revenu de sa balade. Et maintenant que 2 de leurs amis ont mystérieusement disparu au cours des 12 dernières heures, c'est la preuve irréfutable qu'ils sont en train d'être éliminés l'un après l'autre. Il est parti depuis le matin, et la nuit est déjà tombée. C'est plus qu'une simple promenade pour se changer les idées. Ça veut clairement dire qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais il n'y a aucune chance qu'il le retrouve au milieu de la nuit. Et si quelqu'un d'autre se blesse pendant qu'il cherche, ça mettrait le reste du groupe encore plus en danger. Dès qu'ils se rendront compte qu'il a disparu, ils devront prendre leur téléphone, leurs lampes de poche, leurs armes et leurs clés de voiture et se rassembler en un seul groupe avant de partir à la recherche de leur ami dans les environs. Et une fois qu'il sera évident qu'ils ne le retrouveront pas, ils devront laisser un message à la cabane au cas où il reviendrait et devront ensuite se rendre dans la ville la plus proche pour chercher de l'aide. Nick finit par retrouver sa petite amie dans la cabane. Elle est furieuse qu'il ait agi derrière son dos avec Sky. Essayant d'arranger les choses de la seule façon qu'ils connaissent, il explique que l'autre fille n'était qu'une copine de secours. Et il jure que Donna ici présente est celle qu'il aime vraiment. La jeune femme n'y croit plus. Elle s'éloigne de lui et le gifle en plein visage avant de quitter le cabanon en claquant la porte. Et elle déclare que leur relation est officiellement terminée. Nick se retrouve alors avec des sentiments qu'il ne sait pas comment exprimer. Au lieu de s'occuper de ses propres problèmes, il décide de se défouler sur ce panneau de bois, qu'il frappe si fort qu'un morceau ébréché finit par s'en détacher. Alors qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il a fait, un objet mystérieux passe tout à coup par la fenêtre, et en y regardant de plus près, il découvre qu'il s'agit en fait d'une boîte d'épinards à moitié consommée. À ce moment-là, le brouillard commence à envahir la pièce. Et avant même qu'il ne comprenne ce qui est sur le point de se produire, Popeye sort de l'obscurité comme un lutteur qui entre sur le ring. Et il fonce droit sur lui, prêt à infliger un nouveau passage à tabac. À sa grande surprise, Nick parvient à contrer le plaquage et à mettre Popeye au sol, lui assénant le bon vieux gauche-droite au visage, jusqu'à ce que le monstre attrape finalement sa main et lui brise le poignet comme un vulgaire Stixie.
Voyant que sa force est supérieure à la sienne, il se précipite dans la cuisine et saisit un couteau. Mais Popeye n'hésite pas un instant. Il s'élance sur la lame et le désarme sans effort avant même qu'il ne puisse constituer une véritable menace. Popeye le ramène dans l'autre partie de la pièce et il le traîne jusqu'à la planche cassée. Puis, il lui fait lentement baisser la tête, le poussant de plus en plus près alors que Nick implore sa pitié. Mais il lui enfonce le morceau de bois directement dans le globe oculaire et jusqu'à ce qu'il traverse l'arrière du crâne. Le combat terminé, le gros balèze ricane quand il remarque la boîte d'épinards sur le sol. Et ça fait donc 8 morts et il en reste encore 8. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge pleurnicheur se promène triste dans la forêt obscure quand elle remarque quelque chose d'étrange. On dirait que quelqu'un a enfoncé une hache dans le pneu de la BM de son ami. Elle suppose immédiatement qu'il s'agit de son petit ami, parce qu'il détruit toujours des biens quand il est en colère. Mais lorsqu'elle retourne à la cabane pour arranger les choses, elle est horrifiée de découvrir que cette fois, ce sont les biens qui lui ont causé des dégâts. Elle remarque le verre brisé sur le sol. Alors elle écarte les rideaux et voit la femme flippante qui la regarde fixement. Terrifiée, elle recule jusque dans la cuisine. À ce moment-là, Popeye sort de l'obscurité et lui hurle directement au visage, la forçant à retourner dans les bois au pas de course. Ok, Popeye empile officiellement les corps plus vite qu'il ne descend une boîte d'épinards. Et on dirait que Donna est la prochaine sur la liste, à moins qu'elle ne puisse courir plus vite que son petit ami. Les 2 derniers meurtres nous ont montré quelque chose de très important. Et c'est que même si vous avez une arme, vous ne voudriez pour rien au monde vous retrouver à portée de Popeye et de ses bras énormes. Vous savez, la colonne vertébrale est une des structures les plus solidement ancrées de tout le corps humain. Et pour en arracher une en la tirant tout droit à travers les muscles et la peau qui l'entourent, comme Popeye l'a fait ici, il faudrait une force de traction entre 1,6 et 2,2 tonnes. Ça le placerait donc dans des proportions où il serait 5 à 10 fois plus fort qu'un gorille à dos argenté, et capable de soulever une voiture entière du sol d'une seule main. En fait, même avec un couteau, Nick n'avait aucune chance une fois que Popeye l'avait attrapé. Et c'est pourquoi pour Donna, le plus important est d'éviter de se faire choper. Elle a déjà eu de la chance de réussir à s'échapper une fois, alors retourner aveuglément dans les bois sans savoir où elle va serait une grave erreur. L'union fait la force. La première chose qu'elle devrait faire, c'est retrouver ses amis. Je commencerai par vérifier rapidement le jacuzzi pour voir s'ils sont toujours à l'extérieur. Et sinon, je me dirigerai vers les cabanes, tout en criant aussi fort que possible tout le temps. De cette façon, même si elle ne trouve personne, ils finiront par l'entendre appeler à l'aide. Une fois qu'elle arrivera aux cabanes, elle devra s'enfermer à l'intérieur, fermer les rideaux et essayer de ne pas faire de bruit. Et pour ce qui est de se procurer une arme, elle devra en trouver une qui a une certaine portée, comme un tisonnier ou une batte de baseball. Ou alors, elle pourrait chercher un briquet et une bouteille d'alcool fort et fabriquer un cocktail Molotov, ce qui lui donnerait une arme incroyablement puissante qu'elle pourrait lancer à distance, au lieu de devoir s'approcher. Vous savez, le but ultime est de quitter la zone, même si la voiture de Cathy a une hache dans le pneu. Les bagages de Sky devraient toujours être là. Alors j'essaierai de trouver ses clés et de me tirer d'ici avant que Popeye ne fasse une autre victime. Toujours complètement inconsciente du danger, Tara se réveille et se rend compte qu'elle a dormi trop longtemps. Et son petit ami dit que maintenant il ne trouve plus aucun de leurs amis. Inquiet, ils courent à l'extérieur et finissent par tomber sur Cathy. Mais il ne sait pas non plus ce qui est arrivé aux autres, bien que Dylan suggère qu'ils sont probablement allés en ville chercher de la bière. Pourtant, quelque chose dans le brouillard rend Tara nerveuse, et elle part seule vérifier la maison, même si on lui dit qu'elle dramatise. Il n'y a aucun signe de ses amis dans la cabane, mais curieusement, elle trouve une photo de classe d'il y a de nombreuses années, quand ils étaient tous à l'école. Pendant qu'ils rassemblent les pièces du puzzle, Donna continue de courir plus profondément dans la forêt jusqu'à ce qu'elle trouve finalement un endroit où se cacher. Mais elle l'entend arriver, alors elle essaie de rester silencieuse pendant que Popeye fouille les environs. Et au moment où elle se remet à courir, elle tombe accidentellement dans un piège et se retrouve coincée dans un filet sans aucun moyen d'en sortir. Tara se précipite vers les autres avec la photo, et son amie lui montre rapidement un gamin bizarre en arrière-plan qu'elle ne reconnaît pas. À ce moment-là, ils sont tous plutôt effrayés, mais ils ne savent toujours pas quoi faire d'autre. Alors ils décident d'aller boire un verre de plus aux cabanes en attendant que leurs amis se montrent. Luttant pour se libérer, Donna n'a plus que ses yeux pour regarder Popeye en train de démarrer une putain de tondeuse à gazon. Et elle le supplie d'arrêter quand il commence lentement à la diriger vers elle. Elle ne peut rien faire alors qu'il se rapproche en mode ultra lent flippant. Et il continue à glousser de satisfaction jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la fille. Et il se met à la réduire en lambeaux en commençant par ses pieds. Ça fait 9 morts et il en reste 7.
Les autres se ruent vers la source du bruit en entendant ces cris. Mais ils n'ont d'autre choix que de courir pour sauver leur vie parce que Popeye décide de s'en prendre à eux maintenant. Alors qu'il se précipite à travers la forêt, Katy trébuche accidentellement et se fait distancer. Mais la seule chose qui lui sauve la vie, c'est l'apparition soudaine d'une autre voiture. Ce sont les parents de Tara. Et Popeye se glisse rapidement dans le brouillard avant qu'il ne puisse le remarquer. Rassurez-vous, il ne tardera pas à se montrer à nouveau. La mère de Dylan, Jane, est déjà une boule de nerfs. Et après avoir remarqué quelqu'un caché derrière un arbre, elle court en pensant que ça doit être son fils. Les autres parents lui disent de revenir, mais juste au moment où elle s'apprête à faire demi-tour, Popeye lui passe une chaîne autour du cou et commence à tirer si fort que ses globes oculaires jaillissent tout à coup de son crâne, volent dans les airs et atterrissent juste au pied du couple. Le mari de la femme, George, se dresse contre lui et fait mine de vouloir se battre. Et Popeye est plus que ravi d'accepter le défi. Mais réalisant qu'il ne veut pas partir en fumée lui aussi, il décide de s'enfuir à la place. Bref, ça fait 10 de moins et il en reste 6. Ok, je dirais que le père de Tara ici présent vient de faire le bon choix. Popeye s'apprêtait à lui donner 2 directs au visage sans même transpirer. C'était donc une bonne idée de s'enfuir tant qu'il en avait encore l'occasion. Maintenant, nous avons déjà vu pourquoi se battre avec Popeye est un bon moyen de se faire tuer. Mais il y a une idée qu'ils n'ont pas encore essayée. Et tout ça remonte aux origines de Popeye et à la photo qu'ils viennent de trouver. Rappelez-vous, Popeye n'est devenu un tueur violent que parce qu'il a été traité différemment et qu'on l'a harcelé quand il n'était encore qu'un petit marin. Alors, au lieu de le contrer avec encore plus de violence, il devrait essayer de communiquer avec l'enfant qui sommeille en lui pour le calmer. La prochaine fois que Popeye se pointera pour se battre, j'essaierai de l'appeler par son vrai nom, Johnny, et de lui montrer des vidéos sympas de bateaux ou quelque chose comme ça. Ou bien je le laisserai jouer avec des jeux sur mon téléphone. Enfin, n'importe quoi du moment que ça le distrait et qu'il ne pense plus à vouloir me pulvériser avec ses poings. Bien sûr, il ne faudrait essayer ça qu'en dernier recours, parce que c'est quand même une bien meilleure idée de simplement s'éloigner de lui. Mais s'il se retrouve dans une situation difficile, alors ça pourrait leur donner une autre chance de pouvoir s'échapper. Paniqués, les 2 autres remarquent enfin qu'ils ont perdu Katy. Quant à Tara, elle n'arrive toujours pas à croire que toutes ces histoires étaient vraies. C'est alors que ses parents réussissent à les retrouver. Ils sont soulagés de voir que les enfants sont toujours en vie. Quand Dylan demande des nouvelles de sa mère, ils doivent lui annoncer qu'elle n'a pas survécu à son combat contre le puissant Popeye. Mais il n'a pas le temps de pleurer, ou alors il sera le prochain sur la liste. Quelque part à proximité, Katy court toujours quand elle trébuche sur le corps de la femme. Mais elle se relève rapidement et parvient à rejoindre leur véhicule. On dirait presque qu'elle va réussir à s'échapper. Mais il y a juste un problème. Les parents étaient tellement pressés qu'ils ont oublié de retirer la clé. Top! Mais maintenant, le moteur ne démarre plus. Réalisant qu'elle est piégée, Popeye s'approche lentement et tape sur la vitre avec sa pipe avant de soulever tout à coup la voiture entière et de la renverser sur le toit. Stupéfaite, elle le regarde s'éloigner, mais au moment où elle recommence à bouger, il allume une allumette et la laisse tomber dans une traînée d'essence, puis regarde la voiture exploser dans une boule de feu géante. Ça fait 11 morts et il en reste 5. Les autres arrivent juste à temps pour voir Katy exploser en milliers de fragments. Voyant qu'ils ne peuvent pas la sauver, ils décident de faire demi-tour et de retourner en courant jusqu'à la cabane. Une fois à l'intérieur, ils confrontent la mère de Tara et lui demandent de leur raconter la véritable histoire de cette cabane. Elle leur explique que Popeye était en fait un de ses élèves. Après sa mort, tous les parents de la ville ont commencé à faire les mêmes rêves étranges. Les visions leur ordonnaient de reconstruire la bâtisse. Et comme la propriété n'a cessé de passer de main en main au fil des années, elle a fini par devoir veiller sur les lieux à son tour. Quand Popeye était dans sa classe, Tara était la seule autre enfant à être gentille avec lui. Mais quand il s'en est pris à cet élève, sa mère s'est jointe à la foule de parents qui sont allés se venger, pensant que c'était le seul moyen de la protéger. À ce moment-là, la folle apparaît tout à coup à la fenêtre, se précipite dans la maison et poignarde Laura directement dans le ventre sans même un avertissement. Son mari se précipite pour la sauver. Mais la femme se retourne rapidement et le poignarde à la poitrine 10 fois de plus, le tuant sur le coup tandis que les autres se tiennent à l'écart, effrayés. Ça fait 12 morts et il en reste 3. Invitant les autres à ne pas fuir, la jeune femme explique qu'elle est en fait Olive, la sœur maléfique de Popeye, et que ses parents les ont enfermés dans la cave pendant toute leur enfance. Selon elle, l'esprit vengeur de Popeye leur a dit de reconstruire la cabane après sa destruction par l'incendie. Et maintenant qu'il est de retour, il veut juste une chance de pouvoir jouer, vu qu'il n'a jamais pu le faire quand ils étaient enfants. Dès que la femme baisse sa garde, Dylan saisit une poêle et la lui balance à la tête. Mais elle attrape ses bras, l'allonge par terre et commence à se battre avec lui pour le couteau.
Comme il lui faut une arme, Tara ouvre un bidon d'essence et verse le contenu sur elle, ce qui leur donne une chance de saisir sa mère et de courir vers la porte. Ils ne vont pas bien loin avant qu'elle ne les rattrape, et cette fois, elle se met à poursuivre Tara. Mais la jeune fille parvient à se libérer juste au moment où son petit ami sort un briquet, et quand il le lance sur Olive, son corps entier s'enflamme instantanément. Une seconde plus tard, il se retourne et voit Popeye qui tient la mère de Tara dans une prise d'étranglement. Et il lui brise le cou avant que qui que ce soit ne puisse l'arrêter. Ce qui fait 14 morts, et il n'en reste plus que 2. Au moment où il se retourne pour s'enfuir, il lance son ancre directement dans le dos de Dylan, qui tombe à terre avant que Popeye ne lui saute dessus. Il le frappe sans relâche, ne lui laissant aucune chance de se défendre à la loyale. À ce moment-là, Tara allume la tondeuse à gazon, le distrayant juste assez longtemps pour que son petit ami enroule la chaîne autour de ses pieds. Il jette l'ancre à l'eau, faisant perdre pied à Popeye qui tombe à la renverse, tandis que Tara se précipite sur son corps et l'achève une bonne fois pour toutes. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Tara revient en courant vers son petit ami, et ils fondent tous les deux en larmes, se promettant de rester ensemble pour toujours. Ils sont sur le point de partir chercher de l'aide, quand Tara se souvient qu'elle a la clé dans sa poche. Alors elle la jette dans le lac pour ne plus jamais avoir à la revoir. Sauf que, juste au moment où elle pense que tout est fini, la clé retombe à ses pieds. Et Popeye surgit tout à coup derrière elle, l'entraînant avec lui dans le brouillard. Ça fait 15 morts, et il y a un seul survivant. Au final, je pense que nous avons tous appris une leçon très importante. Si vous voulez vous frotter aux fantômes de Popeye, vous feriez mieux de commencer à fréquenter la salle de muscu. Popeye's Revenge. Bon sang, qui a bien pu avoir l'idée de ce film? Je veux vraiment savoir, Popeye le marin dans un film d'horreur? Je suis désolée, mais pourquoi? Vous savez, cela dit, c'était amusant à couvrir. Et maintenant, j'ai envie d'épinards. Mais si vous auriez fait quelque chose différemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!